Le fracas des canons et le crissement des chenilles marquèrent l'avance implacable des célèbres Panzers, les titans d'acier avec lesquels l'Allemagne nazie, commandée par Adolf Hitler, s'empara de l'Europe. Pour réaliser sa vision, les ingénieurs allemands travaillaient sans relâche à la création de machines de plus en plus meurtrières. Ainsi naquirent les Panzer III et IV, les piliers de la Blitzkrieg, et plus tard, les colossaux Tiger et Panther, équipés de canons de gros calibre et d'une blindage presque impénétrable. Le sommet de la puissance blindée allemande se manifesta à Kursk, la plus grande bataille de chars de l'histoire, et la dernière tentative du Troisième Reich pour reprendre l'initiative sur le front de l'Est. En été 1943, Hitler paria tout sur l'opération Citadelle, déployant son arsenal le plus avancé. Des milliers de Panzer IV, Tiger et Panther, soutenus par de l'artillerie et des divisions d'élite. C'était la démonstration ultime de sa vision, une force blindée imparable qui écraserait les soviétiques lors d'une offensive éclair. De la guerre de tranchées à la Blitzkrieg, transformation sur le champ de bataille. La stratégie de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale, connue sous le nom de Blitzkrieg, développée pour surmonter les impasses typiques de la guerre de tranchées de la Première Guerre mondiale, représentait un changement fondamental par rapport aux tactiques militaires traditionnelles. En effet, pendant la Grande Guerre, le conflit sur le front occidental, qui s'étendait sur environ 750 km du nord de la mer jusqu'à la frontière suisse, les plans initiaux des belligérants, en particulier ceux des Allemands, prévoyaient des avancées rapides en mouvement. Cependant, le plan Schlieffen, qui prévoyait une victoire rapide sur la France par une attaque de flanc via la Belgique, échoua lors de la bataille de la Marne en septembre 1914. Cette défaite conduisit à la stabilisation des lignes de front et à l'émergence de la guerre de tranchées. Celle-ci se caractérisait par le manque de mouvement. Les lignes de front bougèrent à peine, ce qui mena à un enlisement militaire. Cela, à son tour, impulsa le développement de nouveaux types d'armements. Initialement, l'introduction des armes chimiques en 1915 apporta une nouvelle dimension au conflit, le combat avec des gaz comme moyen de déstabiliser les lignes ennemies. Cependant, tout cela restait insuffisant pour résoudre de nombreux problèmes rencontrés par les armées. C'est là qu'intervient la Blitzkrieg. Le concept n'a pas été inventé à l'origine par les nationaux-socialistes. Il s'est développé à la fin de la Première Guerre mondiale, en particulier lors de l'opération Michael, également connue sous le nom de Kaiserschlacht. Lors de cette offensive contre les forces britanniques, il devint clair que les attaques rapides et coordonnées contre les lignes ennemies pouvaient apporter un succès à court terme, mais sans une logistique et un soutien durable, elles ne conduirent pas aux résultats souhaités. C'est pourquoi ce nouveau concept a été encore développé pendant la décennie suivante et a finalement trouvé une large application pendant la Seconde Guerre mondiale. Le terme fut utilisé pour la première fois dans les publications militaires des années 30. Cette stratégie, qui reposait sur la combinaison des unités mécanisées, de l'aviation et de la coordination entre les différentes branches de l'armée, se matérialisa dans les premières années du nouveau conflit mondial par une série d'offensives qui submergèrent les pays ennemis. La Blitzkrieg reposait sur 3 principes essentiels: rapidité, flexibilité et la capacité d'isoler l'ennemi. Grâce à l'utilisation de forces motorisées, la Wehrmacht parvenait à percer les lignes ennemies et à se déplacer rapidement sur le territoire. Souvent, l'objectif était de briser les défenses de l'adversaire, de l'entourer et de le détruire à travers une série de mouvements laissant peu de place à la réaction. La capacité des commandants à prendre des décisions autonomes sur le terrain était également cruciale, permettant des ajustements rapides dans le déroulement des batailles. De même, les chars allemands, qui avaient considérablement évolué dans les années 30, se trouvaient au cœur de cette stratégie, offrant une combinaison de puissance de feu, de mobilité et de protection. Le premier grand test de cette stratégie eut lieu lors de l'attaque de la Pologne en 1939. L'utilisation d'environ 2500 à 3000 chars allemands, y compris les modèles Panzer II, 2, 3 et 4, fut déterminante pour l'effondrement rapide de l'armée polonaise. Avec l'invasion, les troupes allemandes, soutenues par la Luftwaffe, réussirent à obtenir une mobilité exceptionnelle qui leur permit d'entourer et d'anéantir les forces polonaises, qui disposaient à peine de 800 chars obsolètes. Cette utilisation massive des engins blindés et leur combinaison avec des attaques aériennes
permirent aux forces allemandes de traverser rapidement le pays et de prendre Varsovie le 28 septembre 1939. Le succès obtenu en Pologne ne fut pas isolé. En mai suivant, la Wehrmacht déploya à nouveau la Blitzkrieg à l'ouest dans une attaque connue sous le nom d'invasion de la France. La Wehrmacht perça par les Ardennes, une zone que les Alliés considéraient comme impénétrable, pour encercler les forces françaises et britanniques, contournant ainsi la forteresse de la ligne Maginot. Avec plus de 3000 chars sur le front, l'avancée allemande conduisit à la chute de la France en juin. Lors de la bataille décisive de Sedan, les divisions blindées allemandes brisèrent les lignes défensives françaises et les forces alliées, piégées à Dunkerque, furent incapables d'organiser une défense efficace. La Blitzkrieg, une fois de plus, démontra son efficacité en isolant et en submergeant l'ennemi. Le succès de ces deux campagnes est en grande partie dû à la révolution tactique qu'elles impliquaient. Ces véhicules devinrent le noyau des offensives nationaux-socialistes, agissant comme des forces de rupture qui désintégraient les positions ennemies. La coordination avec l'aviation, qui effectuait des attaques aériennes pour déstabiliser les défenses et les lignes de ravitaillement, a également été essentielle. Après les tanks, les unités d'infanterie motorisées assuraient les positions récemment prises, évitant que les blindés ne soient piégés dans des combats prolongés. Cependant, malgré les succès initiaux, la stratégie du Blitzkrieg n'était pas sans limite. Lors de l'invasion de l'Union soviétique, la Wehrmacht ne parvint pas à reproduire les avancées rapides des campagnes précédentes. Lancée le 22 juin 1941, la Wehrmacht concentra la majeure partie de sa force blindée en 3 groupes d'armées, chacun ayant pour objectif de réaliser une avancée profonde vers les territoires clés soviétiques, Leningrad, Moscou et l'Ukraine. Dans le cas de l'attaque vers Moscou, l'idée était de démanteler rapidement la défense soviétique par des attaques en profondeur, en les utilisant pour encercler les troupes ennemies et bloquer leurs lignes de ravitaillement. Les Panzer III et Panzer IV étaient les principaux tanks, le dernier jouant un rôle crucial dans les offensives allemandes en raison de sa plus grande capacité de feu et de blindage. Et ce, malgré la vaste étendue du territoire soviétique, les conditions climatiques difficiles et la résistance féroce des troupes russes qui contribuèrent à l'échec de la tactique. Malgré les efforts initiaux, l'attaque contre l'Union soviétique se figea, démontrant que la stratégie du Blitzkrieg était plus efficace lorsqu'elle faisait face à des armées moins préparées et sur des terrains plus favorables. Un autre défi fut la pénurie de ressources. L'approche de guerre mécanisée nécessitait une logistique et un approvisionnement continu que l'économie allemande ne pouvait pas soutenir à long terme. L'incapacité de maintenir un conflit prolongé avec les conditions imposées par le Blitzkrieg se manifesta lorsque la Wehrmacht se retrouva dans une lutte beaucoup plus longue et épuisante que ce que ses commandants avaient anticipé. En plus des défis tactiques et logistiques, l'incursion des véhicules blindés sur le champ de bataille modifia la psychologie des forces combattantes. Pendant la Première Guerre mondiale, l'utilisation de ces blindés avait déjà eu un impact psychologique important. Pour les soldats allemands, ils représentaient une nouvelle forme de combat rapide et létal. Maintenant, dans le cas des ennemis, en particulier les soldats polonais, français et britanniques, leur présence générait à la fois de la peur et de la désorientation, mais aussi un intérêt à répliquer et à dépasser le Troisième Reich dans leur fabrication et létalité. Le sentiment d'impuissance face à des forces mobiles et lourdement armées affectait non seulement le moral, mais minait aussi la capacité de réponse de l'ennemi. D'autre part, l'utilisation réussie de ces véhicules au cours des premières années des hostilités renforça le moral des soldats, qui se sentaient invincibles en utilisant une machine de guerre aussi puissante. Cependant, avec le temps, certains soldats commencèrent à se désensibiliser face à la puissance des tanks, tandis que d'autres faisaient face à un stress psychologique constant en raison des avancées et des reculs continus sur le front oriental. L'intervention des États-Unis en 1941, après l'attaque de Pearl Harbor, changea également le cours de la guerre. L'approvisionnement en ressources et en matériel militaire aux forces alliées et l'entrée directe des troupes américaines dans le conflit fournirent un soutien significatif. La combinaison de ces facteurs permit aux Alliés de finalement contrer les tactiques du Blitzkrieg et de prendre l'offensive. L'héritage des Panzers. Analyse des premiers modèles dans la Wehrmacht.
L'évolution des premiers modèles du Troisième Reich, en particulier le Panzer I, II, III et IV, a représenté une étape cruciale dans le développement de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Panzerkampfwagen I, connu simplement sous le nom de Panzer I, développé à partir de 1934, fut le premier char allemand produit en série après la Première Guerre mondiale. C'était un modèle léger conçu principalement comme véhicule d'entraînement, en raison des restrictions militaires du traité de Versailles qui interdisaient à l'Allemagne de développer des modèles considérés comme lourds. C'est pourquoi, pour acquérir de l'expérience dans la manipulation des véhicules blindés, le Panzer I a été conçu comme un véhicule léger. Il a été présenté pour la première fois au public en septembre de l'année suivante, lors du meeting du parti nazi à Nuremberg. Équipé de 2 mitrailleuses MG-13, son blindage était extrêmement mince, avec seulement entre 10 et 15 mm de protection, ce qui le rendait vulnérable face à presque tous les types d'armements lourds. Il le protégeait principalement contre les armes d'infanterie. Ses avantages étaient sa fabrication rapide et sa facilité de manœuvre. Sa production était relativement bon marché et il pouvait être assemblé rapidement en grande quantité. Cela a permis à la Wehrmacht de créer de grandes unités dès le début et d'acquérir une expérience initiale dans les opérations. Cependant, ses inconvénients étaient considérables. À part son blindage mince, il était vulnérable même face aux armes légères. Son armement était insuffisant pour lutter contre d'autres véhicules similaires, ce qui limitait gravement son rôle au combat. Avec l'introduction de modèles de chars mieux protégés et armés, il est devenu de plus en plus obsolète. À partir de 1941, il était en grande partie hors service actif et était utilisé comme véhicule d'entraînement ou pour d'autres tâches de soutien. Un an plus tard, le Panzer II, ou Panzerkampfwagen II, fut introduit, conçu également comme un véhicule léger, une solution temporaire en attendant le développement de modèles plus puissants. Il mesurait 4,7 mètres de long et 2,2 mètres de large. Son blindage était relativement mince et variait entre 15 et 30 mm. L'armement principal consistait en un canon de 2 cm Kampfwagenkanon et 2 mitrailleuses MG-13. Cet armement était destiné à lutter contre l'infanterie et les véhicules légèrement blindés. Mais il s'est avéré insuffisant contre des modèles plus puissants. C'est pourquoi il fut principalement utilisé pour des missions de reconnaissance. Au début de la Seconde Guerre mondiale, le Panzer II était le modèle le plus utilisé dans les divisions blindées allemandes. En tout, environ 1900 unités furent produites jusqu'en 1942. 2 ans plus tard, la production de ce char avait cessé, mais ses restes continuaient d'être utilisés dans diverses fonctions de soutien. En fait, une utilisation particulière a été mise en place où 50 anciennes unités ont été mises à la disposition des batteries de tanks pour la protection rapprochée des brigades d'artillerie d'assaut. Elles ont été utilisées de mai à novembre, mais ont échoué à ce moment-là en raison de problèmes mécaniques et des tirs ennemis. Le Panzer II fut le modèle le plus affecté par les combats en Pologne et en France, et en réalité, ses avantages et inconvénients ne différaient pas beaucoup de ceux de son prédécesseur. Son successeur, le Panzer III, un modèle moyen conçu comme le principal char de combat de la Wehrmacht introduit en 1937, a représenté une avancée significative avec son canon de 37 mm et était destiné à être le principal véhicule de combat. Il mesurait environ 5,4 mètres de long, 2,9 mètres de large et 2,5 mètres de hauteur. L'armement original consistait en un canon de 3,7 cm, mais au fil du temps, les versions améliorées de ce modèle ont intégré des canons allant jusqu'à 5 cm pour faire face aux menaces ennemies croissantes. Ce canon était puissant pour l'époque, mais au cours du conflit, il s'est avéré insuffisant contre des ennemis plus puissants, comme le T-34 soviétique. Le blindage variait entre 30 et 50 mm, ce qui offrait une certaine protection, mais n'était pas suffisant pour résister aux armes alliées les plus avancées. Bien qu'il n'ait pas atteint le niveau de polyvalence de son modèle successeur, il a été essentiel dans les premières étapes des hostilités, participant à diverses batailles en Europe, comme en 1940, où il a montré sa valeur sur le front de France, avec près de 400 unités, et en Afrique du Nord. Une anecdote est que Heinz Guderian imaginait 2 types de tanks, un pour combattre les chars ennemis, ce qui serait ce modèle, et un autre pour soutenir l'infanterie, le Panzer IV. Guderian a demandé un canon puissant de 5 cm pour celui-ci,
tandis que le bureau des armements de l'armée préférait l'épaisseur de blindage qui a finalement été installée. Guderian a au moins pu s'assurer que la couronne rotative de la tourelle soit suffisamment grande pour permettre l'installation future d'un canon plus puissant. En tout, environ 5700 unités furent produites au cours de 6 ans, à partir de 1937, dans diverses versions. Quoi qu'il en soit, le modèle qui s'est consolidé comme le principal pilier des forces blindées allemandes fut le Panzer IV, bien qu'il ait été conçu pour soutenir le Panzer III au combat et combattre des objectifs inappropriés pour son arme perforante de petit calibre. Sa production ayant commencé la même année que le modèle précédent sous la direction de Krupp. Avec une longueur de 7 mètres, une largeur de 3,2 mètres et un poids d'environ 25 tonnes, il était équipé d'un canon de 75 mm, offrant un mélange équilibré de puissance de feu, de protection et de mobilité, ce qui le rendait adapté pour remplir diverses fonctions sur le champ de bataille. Pendant le conflit, il a subi de nombreuses modifications qui ont amélioré sa capacité de combat, augmentant son blindage et son armement, allant jusqu'à 80 mm et affrontant efficacement des véhicules plus blindés, comme le T-34 soviétique, qui avait été conçu avec une construction innovante de blindage incliné. Cette particularité augmentait considérablement les chances que les projectiles ricochent, ce qui améliorait l'efficacité de la protection sans avoir besoin d'utiliser des matériaux plus épais. Il a joué un rôle crucial dans les tactiques de Blitzkrieg, en soutenant les forces blindées et en couvrant un large éventail de besoins, allant de la lutte contre l'infanterie au soutien lors des opérations d'assaut. Surtout lors de l'opération Barbarossa en 1941, le Panzer IV a joué un rôle décisif dans les combats sur le front oriental. Dans ses premières phases, il s'est révélé fiable et polyvalent. Pendant la bataille de Stalingrad et la bataille de Koursk, il a démontré ses capacités à lutter contre des forces ennemies supérieures. C'est l'une de ses principales caractéristiques. Il est devenu évident que, en raison des avancées exceptionnellement profondes des unités, le Panzer IV devait souvent assumer la fonction de char principal de combat, pour laquelle il n'avait pas été conçu. En tout, plus de 8500 exemplaires furent fabriqués avant l'arrêt de sa production en 1945. Un détail intéressant est que le développement des 4 chars a été profondément influencé par les leçons tirées de la guerre civile espagnole, où la Wehrmacht a testé de nouvelles tactiques et véhicules dans un combat réel, dans un processus continu d'essais et d'erreurs. Le conflit a commencé par un coup d'État de la part de dirigeants militaires conservateurs, dirigés par le général Francisco Franco, contre le gouvernement démocratiquement élu du Front populaire espagnol. Hitler a vu dans ce scénario une occasion de renforcer le fascisme en Europe et en même temps de tester les capacités militaires de la Wehrmacht. Le soutien a consisté en le déploiement d'environ 180 unités, des modèles que nous avons développés jusqu'à présent. Hermann Göring fut une figure centrale de l'intervention allemande. Il était ministre de l'ère du Reich et a organisé le pont aérien qui a permis de transporter des troupes et du matériel en Espagne. De même, Helmut Wilberg et Erhard Milch étaient des commandants importants au sein de la Légion Condor. Leurs tâches incluaient la planification et la conduite des opérations aériennes, ainsi que le soutien aux putschistes avec du matériel militaire. Un événement marquant fut la bataille de Guadalajara, où les forces républicaines, bien qu'inférieures en nombre, ont réussi à infliger des pertes importantes aux chars franquistes, servant d'exemple aux Allemands pour leur adaptation à des conditions de terrain différentes, ce qui a conduit à des modifications de leur armement et de leur blind. Panther, Tiger et Königstiger, l'évolution de la guerre blindée en Allemagne, mais ce n'étaient que les 4 premiers. Puis vint le Panther, le Tigerbalm et le Königstiger, aussi emblématiques que leurs prédécesseurs, mais supérieurs dans presque tous les détails techniques. Le Panzerkampfwagen 5 Panther a été développé à la fin des années 30 en réponse aux leçons apprises sur le front oriental, étant l'un des designs moyens les plus importants de la Wehrmacht, pesant environ 45 tonnes. La longueur du véhicule était de 8,80 m, la largeur de 3,27 m et la hauteur de presque 3 mètres. Le Panther était propulsé par un moteur Maybach HL 230P30, lui permettant d'atteindre une vitesse maximale de jusqu'à 55 km/h sur route et environ 24 km/h en tout terrain.
L'armure du Panther était une caractéristique innovante. Le blindage frontal avait une épaisseur allant jusqu'à 100 mm et était disposé en angle, ce qui augmentait son efficacité contre les projectiles ennemis. Le blindage latéral et arrière était le même, de 40 mm, et son canon était de 705 mm, pouvant être équipé de jusqu'à 79 obus de cette munition, et il était plus précis et puissant que la plupart des canons ennemis. Une autre caractéristique notable était qu'il utilisait un train de roulement de type caisse avec 8 rouleaux de chaque côté, ce qui lui donnait une bonne mobilité tout-terrain. Malgré ses nombreuses forces, son développement a été réalisé sous une pression temporelle considérable, ce qui a entraîné des défaillances techniques et des faiblesses de conception qui n'ont pas pu être entièrement corrigées. Cela a fait que le Panther nécessitait relativement beaucoup de maintenance et était susceptible de souffrir de problèmes techniques. D'autre part, lors de la bataille du saillant de Koursk, qui a commencé le 5 juillet 1943, le Panther a joué un rôle crucial. 200 exemplaires de ce type des divisions, Panzer 51 et 52, ont été intégrés à l'offensive de la division Panzergrenadier Großdeutschland. Ces unités étaient regroupées sous le commandement suprême de la 4e armée Panzer. Au début, des problèmes techniques importants sont survenus. Lors du déchargement des véhicules avant l'attaque, 2 Panthers ont été complètement incendiés à cause d'un incendie moteur. Lors des premières opérations de combat, il est devenu évident que les équipages étaient mal formés et que les véhicules n'avaient pas été suffisamment testés. Quelques jours après leur déploiement, seulement 10 Panthers restaient opérationnels. En tout, 56 Panthers ont été complètement détruits et le taux de panne a été le plus élevé de tous les types de tanks allemands utilisés. Malgré cela, ces unités ont réussi à atteindre des taux de destruction significatifs. Leurs homologues soviétiques ne pouvaient souvent pas contrer efficacement le Panther, ce qui a renforcé son impact sur le champ de bataille. Deuxièmement, l'histoire du Panzerkampfwagen 6 Tiger I remonte à 1941, bien que ses fondations aient été établies dans la décennie précédente. Il a été conçu comme un véhicule de combat lourd, pesant presque 57 tonnes, pour répondre aux exigences de la Wehrmacht en matière de puissance de feu et de blindage, avec son canon de 808 mm, connu pour sa grande capacité de pénétration. La vitesse de tir était de jusqu'à 10 par minute, ce qui en faisait un adversaire dangereux en combat direct. La combinaison d'un blindage efficace, allant jusqu'à 100 mm à l'avant, 80 mm sur les côtés et 40 mm à l'arrière, et une optique de visée précise, en fit l'un des plus redoutés de son époque. Avec une longueur de 8,45 m et une largeur de 3,72 m, il était également l'un des plus grands tanks. Cependant, il souffrait d'un rayon d'action limité et d'une complexité technique qui entraînait souvent des problèmes financiers pour ses fabricants et de maintenance. Le Tiger Prime fut utilisé pour la première fois le 29 août 1942, dans le secteur du groupe d'armées Nord, près de Mega, non loin de Leningrad. Lors de cette opération, 4 de ces unités ont participé, accompagnées par des techniciens du fabricant Henschel. L'opération fut prématurée, ce qui entraîna un échec allemand. 3 des 4 véhicules ont échoué en raison de défauts techniques et ont dû être récupérés avec des tracteurs lourds. Le 20 janvier 1943, un Tiger fut touché par un canon anti-char britannique de 6 livres près de Robaha, ce qui marqua la première perte documentée d'un de ces tanks face aux Alliés. Malgré les problèmes techniques initiaux et un déploiement prématuré, il démontra rapidement sa supériorité lors de la deuxième bataille de Ladoga début 1943 face aux blindés soviétiques, détruisant 160 de l'ennemi en mars, tandis que seulement quelques-uns de ses propres véhicules furent perdus. Sa présence sur le champ de bataille généra un impact psychologique considérable, provoquant la panique parmi les troupes soviétiques et entraînant des décisions tactiques erronées. En revanche, le nombre total de ces exemplaires déployés était relativement faible, ce qui limita son influence sur l'évolution générale des batailles. Enfin, le Panzerkampfwagen 6 Tiger II, connu sous le nom de Königstiger, marqua le sommet du développement des tanks allemands avec son développement en 1942, combinant ses points forts avec de nouvelles solutions techniques. Il pesait environ 69 tonnes et 700 kg, mesurait 10,28 m de long, 3,75 m de large et sa hauteur dépassait à peine les 3 mètres.
Une caractéristique notable du Königstiger était son armure. Le blindage frontal avait une épaisseur allant jusqu'à 185 mm et était disposé en angle, ce qui augmentait l'efficacité contre les projectiles ennemis. Le blindage latéral et arrière, quant à lui, mesurait jusqu'à 80 mm. Son canon était de 808 mm, capable de faire face à ses homologues ennemis à de longues distances et possédait un pouvoir de pénétration élevé, pouvant transporter jusqu'à 78 obus comme armement principal, qui consistait généralement en un mélange de grenades de char et de grenades hautement explosives. Parmi ces problèmes, on comptait sa grande masse, qui provoquait une consommation excessive de carburant et une autonomie limitée. De plus, en raison de sa complexité, le véhicule nécessitait beaucoup d'entretien et était susceptible de souffrir de problèmes techniques. Ces facteurs limitaient sa capacité opérationnelle. L'évolution de chacun d'eux montre une tendance vers des véhicules plus lourds, avec un blindage et une puissance de feu améliorée. Cependant, la combinaison de l'innovation technique et de la planification stratégique défaillante a fait que, malgré leurs caractéristiques supérieures, l'efficacité réelle de tous les modèles dans le contexte de la guerre a été limitée. Le Königstiger, le plus lourd de l'Allemagne, commença à être utilisé seulement 1 an avant la fin du conflit sur plusieurs fronts. En mars, lors de l'opération Margaret, l'occupation de la Hongrie, la division Panzerlehr, équipée des premiers Königstiger livrés, ne rencontra aucune résistance. Sa supériorité technique lui permettait d'éliminer les ennemis à grande distance et sans encombre. Cependant, le 11 juillet, sur le front occidental, près du village de Colombelles lors de l'offensive de Normandie, 12 exemplaires détruisirent en peu de temps 12 Sherman, ainsi que plusieurs canons anti-chars et semi-chenillés américains, sans subir de pertes. Ce succès força les troupes américaines à demander un soutien aérien et des tirs d'artillerie navale lourde, ce qui obligea les véhicules allemands à se retirer. Bien que les Alliés ne pouvaient pas le vaincre directement, leur supériorité numérique et leur capacité de réparation rapide leur donnaient un avantage stratégique. L'industrie de chars allemande, évolution et obstacles durant la Seconde Guerre mondiale. La production de tanks fut un processus crucial pour l'effort de guerre du Troisième Reich, marqué par des dynamiques complexes d'innovation, d'adaptabilité et de pénurie de ressources. Ce processus n'était pas statique mais a évolué de manière significative. En fait, historiquement, l'Allemagne s'est lancée tardivement dans l'utilisation des blindés, fabriquant en 1917 le modèle A75, basé sur un design de l'ingénieur Joseph Vollmer. Il pesait environ 32 tonnes, mesurait 7,34 m de long, 3,14 m de large et 3,1 m de hauteur. Son blindage variait entre 15 et 30 mm, le plus épais étant celui à l'avant, et il pouvait héberger jusqu'à 20 membres d'équipage, y compris des soldats, des mitrailleurs et un officier. Son armement principal était un canon Maxim Nordenfeldt de 507 mm et plusieurs mitrailleuses MG-08. Sa mobilité était garantie par un châssis à chenilles qui lui permettait de se déplacer sur des terrains difficiles. Avec la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, le traité de Versailles fut signé, imposant à l'Allemagne de lourdes restrictions militaires et territoriales. La limitation de l'armée nationale à 100 000 hommes, l'interdiction de l'aviation militaire et la prohibition de la production de nouveaux chars et armes lourdes rendirent le développement de nouvelles technologies militaires extrêmement difficile. Cependant, l'Allemagne entreprit des développements secrets dans les années 1920. En particulier, des avancées dans la fabrication de véhicules blindés et l'entraînement des troupes furent réalisées à travers des programmes secrets, comme la collaboration avec l'Union soviétique. Près de Kazan, en Union soviétique, des camps d'entraînement secrets furent établis où des officiers allemands furent formés à l'utilisation des tanks et d'autres tactiques militaires, posant ainsi les bases du développement ultérieur de la Blitzkrieg. La violation de ces restrictions devint un sujet central de la politique de réarmement de l'Allemagne nazie sous Adolf Hitler, qui utilisa le mécontentement généré pour favoriser un climat de revanche et de militarisation, transformant ainsi le pays en l'une des principales puissances militaires européennes. À mesure que la décennie avançait, les progrès dans la technologie des tanks et dans la doctrine militaire aboutirent à la création d'unités blindées hautement qualifiées,
qui joueraient un rôle clé dans les victoires initiales de la Seconde Guerre mondiale imminente. Et c'est là que les Panzers entrent en scène. Au début de ce conflit mondial, l'industrie blindée allemande se trouvait encore dans une phase précoce de développement. En 1939, la Wehrmacht comptait environ 700 chars et canons automoteurs, dont les modèles Panzer I et II, conçus comme des chars légers. Les principaux acteurs de leur conception et production étaient des entreprises comme Maybach Motorenbau GmbH, responsable du développement des moteurs, et MAN, Daimler-Benz et Henschel. À mesure que les événements évoluaient, le besoin d'améliorer la fabrication et la qualité des modèles allemands devint évident. En réponse à cette situation, en 1942, sous le commandement d'Albert Speer en tant que ministre de l'Armement et des Munitions, une planification centrale fut mise en place pour augmenter l'efficacité de la fabrication d'armements. Cela conduisit à une amélioration des capacités industrielles et à une augmentation du nombre de ces véhicules. Au premier trimestre de cette année, la production totale s'élevait à environ 1000 unités. Dans les 3 trimestres suivants, ce nombre augmenta considérablement. Il atteignit son apogée l'année suivante, lorsque l'Allemagne put développer une gamme de modèles de tanks, y compris les Panzer III et IV, ainsi que les nouveaux modèles Panther et Tiger. Les chiffres montrent qu'à cette époque, entre 15 000 et 20 000 nouvelles unités furent assemblées. Simultanément, le 22 janvier 1943, Adolf Hitler lance le programme des tanks. L'objectif était d'augmenter considérablement la production de véhicules blindés, doublant la fabrication mensuelle de 520 à 1400 unités pour le printemps suivant. Pour atteindre cet objectif, toutes les ressources disponibles furent mobilisées, y compris les matériaux et la main-d'œuvre, sous la direction d'Albert Speer, qui occupait le poste de ministre de l'Armement et des Munitions. En outre, la stratégie impliquait une réorganisation des usines et une plus grande centralisation de la planification. En général, l'industrie allemande réussit à produire jusqu'à 40 000 tanks et canons automoteurs au cours des 6 années de hostilité. Cependant, tout ce cycle ne fut pas exempt de problèmes. Les attaques aériennes alliées endommagèrent gravement les usines et compliquèrent encore la production. De plus, il y eut une grave pénurie de matériaux stratégiques, comme l'acier, le caoutchouc et le carburant, aggravée par les blocus et bombardements alliés. D'un point de vue technologique, l'industrie des blindés allemands fit plusieurs progrès importants, bien que la rapidité avec laquelle ils furent mis en œuvre fut limitée par les conditions de guerre. Dans les premières années du conflit, des moteurs à essence étaient principalement utilisés, mais plus tard, des options avec moteur diesel furent explorées pour améliorer la fiabilité. Contrairement à ce qui était souhaité, la transition vers ces nouvelles technologies fut lente, ce qui compliqua la capacité de l'industrie allemande à s'adapter aux demandes du champ de bataille. Pour faire face au déficit croissant de matériaux et à la pression du conflit, l'industrie allemande de l'armement mit en place plusieurs solutions créatives. L'une des principales fut la flexibilisation de la production, ce qui permit des modifications rapides des designs des tanks pour mieux répondre aux besoins du front. Cela contrastait avec la stratégie alliée, qui reposait sur la standardisation des modèles. Des modèles comme le Panther et le Tiger furent continuellement améliorés tout au long du conflit. D'autre part, les problèmes logistiques continuèrent à affecter la production. La pénurie de ressources, les bombardements alliés constants sur les usines et la nécessité de mobiliser davantage de main-d'œuvre dans des conditions précaires créèrent un environnement de tension constante. Le programme coordonné par Albert Speer, bien qu'efficace en termes de chiffres, fut marqué par des problèmes dus à l'insuffisance des ressources essentielles et au manque d'infrastructures adaptées. L'attribution d'une grande partie des ressources à la production du Tiger réduisit la capacité de fabrication d'autres modèles qui auraient pu être produits en plus grand nombre, à moindre coût et plus rapidement. Cela conduisit à une utilisation inefficace des ressources disponibles, ce qui affecta non seulement la production de tanks, mais aussi d'autres équipements militaires essentiels, comme les avions et les véhicules de transport. Parallèlement, un tel effort comprenait l'utilisation d'un système de 3 équipes dans les usines pour maximiser les efforts. Cela permit d'augmenter la capacité des usines, mais généra de l'usure sur les ressources humaines et matérielles, ce qui contribua aux difficultés à long terme. Quant aux problèmes logistiques internes, le transport des matériaux et des produits finis devint un défi considérable.
Les bombardements aériens alliés détruisirent des infrastructures clés et compliquèrent le transport des ressources nécessaires pour maintenir le rythme de production. La pénurie de carburant et l'interruption des lignes d'approvisionnement rendirent également difficile le transport des produits finis vers les zones de combat. Ainsi, les difficultés logistiques, le manque de main-d'œuvre qualifiée et les problèmes de qualité des matériaux jouèrent un rôle essentiel dans l'affaiblissement progressif de la puissance militaire allemande, ce qui mena finalement à son effondrement. Camaraderie et stress, la dure réalité des équipages de tanks pendant la guerre. Les soldats membres des équipages de tanks ont affronté une série de difficultés qui ont été largement documentées dans des mémoires et journaux personnels. La vie à l'intérieur de ces véhicules de guerre était insupportablement dure en raison des conditions physiques et psychologiques extrêmes, en plus des défauts de conception. Les températures à l'intérieur des véhicules atteignaient les 80 degrés Celsius et la combinaison du manque d'espace et de la menace constante d'attaque créait un environnement insupportable, tendu et chargé de stress. Les véhicules étaient souvent bondés, ce qui limitait considérablement la mobilité, et le bruit était accablant car les moteurs, les armes et les explosions constituaient une charge acoustique constante. Beaucoup de ces véhicules, sujets aux pannes en raison de défauts dans leur moteur ou système de suspension, souffraient de dysfonctionnements fréquents, ce qui augmentait la sensation d'insécurité parmi les équipages. Chaque panne était un tracas, mais leur plus grande peur était que le tank tombe en panne en pleine bataille. Ce fut le cas pendant l'offensive de Koursk en 1943. Des modèles insuffisamment testés furent envoyés au combat, entraînant d'énormes pertes humaines et matérielles. Malgré ces conditions difficiles, la camaraderie et le soutien mutuel entre les membres des équipages constituaient l'un des aspects permettant aux soldats de supporter les circonstances extrêmes et de maintenir leur morale. De nombreux journaux relatent des moments d'humour qui, bien que dans un contexte grave, contribuaient à alléger la tension. En outre, bien que ces actions n'étaient pas encouragées officiellement et allaient à l'encontre des objectifs politiques du régime, des rapports ont mentionné des gestes humanitaires de la part des soldats au cœur même des événements. Dans certains cas, les soldats allemands ont aidé les civils dans les zones occupées ou leur ont fourni de la nourriture. Cependant, d'autres récits font écho du contraire. Les tensions qui émergeaient au sein des équipages à cause du manque d'espace et des tensions psychologiques engendrées par les combats incessants. Les soldats étaient constamment exposés aux dangers, et les décisions des commandants, parfois perçues comme risquées ou dénuées de sens, augmentaient la méfiance interne. Quant aux tanks eux-mêmes, ils étaient vus de manière ambivalente par les soldats. D'un côté, ils représentaient la puissance militaire du régime nazi et un instrument indispensable de travail. De l'autre, ils étaient des machines sujettes aux pannes et, par conséquent, source de grande frustration. Les membres des équipages développaient souvent une relation presque personnelle avec leurs véhicules, consacrant du temps à leur entretien et réparation lorsqu'ils étaient hors du champ de bataille. Pour eux, l'état dans lequel se trouvait leur véhicule pouvait être une question de vie ou de mort. Les nouvelles armes anti-chars des Alliés, telles que le Panzerfaust et le bazooka, rendaient leurs véhicules de plus en plus vulnérables. Les récits d'adaptation technique sont également fréquents. Les équipages, confrontés à l'usure et aux dommages constants, improvisaient des modifications sur leurs chars blindés. Par exemple, des couches supplémentaires de blindage étaient ajoutées en utilisant des sacs de sable, des troncs d'arbres ou tout autre matériau disponible pour renforcer la protection contre les tirs ennemis. Un autre aspect crucial était l'amélioration de la puissance de feu. Certaines équipes modifiaient considérablement leurs véhicules pour y ajouter davantage d'armement ou renforcer les armes existantes. Sur le plan technique, des ajustements étaient également effectués pour améliorer la mobilité sur des terrains difficiles. La modification des moteurs et des suspensions permettait aux équipages de mieux s'adapter aux divers environnements de combat, allant des champs boueux aux terrains rocheux et montagneux, ce qui les rendait plus efficaces lors des offensives et des retraites, actions souvent imprévisibles. De même, les équipages faisaient face à la menace constante de la fatigue. Les longues heures de service à l'intérieur du tank, combinées aux tensions du combat, poussaient de nombreux soldats à développer des troubles psychologiques. La claustrophobie, la peur constante de la mort et l'inconfort du véhicule
étaient des facteurs qui compliquaient davantage la capacité des soldats à se concentrer sur le combat, rapportant des moments de panique lorsqu'ils étaient touchés par le feu ennemi ou lorsque les véhicules étaient immobilisés. Ces moments de terreur, cependant, étaient contrebalancés par le soulagement et l'euphorie lorsque les soldats parvenaient à s'échapper indemnes de situations extrêmes ou à infliger des dégâts à leurs assaillants. Les tanks du Troisième Reich étaient, à bien des égards, un mélange d'ingéniosité et de défauts. Bien qu'ils possédaient des canons puissants et des caractéristiques de blindage avancées, la réalité du champ de bataille a révélé la vulnérabilité même des modèles les plus avancés. Innovation sur le champ de bataille. Comment les Alliés ont contre-attaqué la menace des blindés allemands? Tout cela a été observé du point de vue allemand, mais la menace permanente de leur seule présence obligea les Alliés à développer des réponses technologiques et tactiques qui pouvaient changer le cours du conflit. Les puissances alliées, en particulier l'Union soviétique, les États-Unis et le Royaume-Uni, se sont retrouvées face à la supériorité initiale des blindés allemands. Mais elles ont rapidement adapté leur stratégie et leur conception de véhicules pour y faire face. La superpuissance eurasiatique, sous la pression croissante de ses adversaires, développa le T-34, que nous avons déjà mentionné auparavant, avec une excellente mobilité, un armement puissant et une inclinaison innovante de son blindage, ce qui le rendait résistant aux armes allemandes de l'époque. Son design efficace permit une production en masse. Plus de 40 000 unités furent fabriquées avant la fin des hostilités. Son succès mena à une série d'améliorations, dont la version T-34-85, qui intégrait un canon de 85 mm pour affronter les modèles plus avancés de ses homologues allemands. Son efficacité sur le champ de bataille, combinée à sa capacité à être réparée facilement dans des conditions adverses, permit aux forces soviétiques de tirer parti de leur supériorité numérique et logistique. De leur côté, le M4 Sherman des États-Unis devint le principal char des forces alliées sur le front occidental, avec une production en masse débutant en février 1942. Il remplaça le M3 Lee Grant et, bien qu'il n'ait pas le blindage ni l'armement lourd des tanks allemands, son design était plus simple, ce qui facilitait sa production en grande quantité. Une caractéristique importante était son canon stabilisé verticalement, qui permettait des tirs plus précis. Plus de 49 000 unités furent fabriquées pendant la guerre, permettant aux Alliés de maintenir une pression constante sur les forces de l'Axe. Le Sherman fut également modifié pour remplir diverses fonctions sur le champ de bataille, comme le modèle Sherman Crab, équipé d'un système de déminage qui s'avéra essentiel lors des opérations de débarquement comme le jour J en Normandie. Une autre modification notable fut le Sherman Firefly, qui était équipé d'un canon anti-char de 17 livres plus puissant pour contrer ceux des Allemands. Malgré tous ces efforts, ces versions étaient inférieures en comparaison directe avec les puissants Tiger et Panther allemands. Leur avantage résidait dans leur taux de production élevé et leur facilité de réparation, ce qui permettait aux Alliés de compenser les pertes. Les Britanniques développèrent le modèle moyen Cromwell pour contrer les plus lourds du Troisième Reich, dont la fabrication débuta en 1942 et qui était conçu pour la mobilité et la vitesse. Il possédait un armement principal de 75 mm monté sur un châssis moderne. Il introduisit plusieurs innovations. Ce fut l'un des premiers tanks britanniques à disposer d'un châssis entièrement soudé, ce qui simplifia la fabrication et augmenta l'intégrité structurelle. Il avait également une suspension améliorée, ce qui lui permettait une meilleure capacité tout-terrain. Il pouvait atteindre des vitesses allant jusqu'à 48 km/h, ce qui en faisait l'un des plus rapides de son époque. Le blindage du Cromwell variait entre 40 et 76 mm, ce qui le protégeait contre la plupart des menaces de l'époque, mais pas suffisamment contre les tanks allemands les plus puissants. En ce qui concerne la stratégie, les Alliés adoptèrent une série d'approches pour contrer la suprématie des véhicules allemands, qui incluaient l'amélioration des tactiques de combat et le développement de nouvelles armes anti-chars, comme le PAT britannique ou les canons de 75 mm des Sherman. Les canons de plus gros calibre et la formation spécialisée des troupes furent essentiels pour contrer la menace des blindés ennemis. L'intégration de l'infanterie et de l'artillerie avec les unités blindées fut une autre tactique clé, permettant aux Alliés de mener des opérations combinées avec efficacité. D'autre part, le contrôle de l'air devint une priorité stratégique.
Les attaques aériennes sur les positions allemandes, y compris les tanks et leurs lignes d'approvisionnement, furent essentielles pour affaiblir la capacité de réponse du Troisième Reich. La supériorité aérienne, particulièrement à partir de 1943, permit aux Alliés de réduire l'efficacité des formations de chars blindés allemands, constamment menacés depuis le ciel. En plus des avancées de mobilisation terrestre et des tactiques, les Alliés adoptèrent des technologies et des stratégies innovantes pour améliorer la logistique et la coopération entre les diverses nations impliquées. La coopération internationale fut un facteur déterminant dans le succès des Alliés, lors de réunions clés comme celle de Téhéran en 1943 et de Yalta 2 ans plus tard. Les leaders alliés discutèrent des stratégies et des plans pour coordonner leurs efforts militaires et d'après-guerre, y compris le partage de l'Allemagne. L'un des plus grands accomplissements de cette coopération fut le système de pré-bail, grâce auquel les États-Unis fournirent du matériel militaire essentiel à l'Union soviétique et au Royaume-Uni. Cette aide permit aux Alliés de maintenir un flux constant de fournitures, y compris des tanks, des avions et des munitions, ce qui améliora considérablement leur capacité de combat. Un exemple remarquable de coopération militaire fut le débarquement en Normandie. Les forces britanniques, américaines et canadiennes lancèrent une attaque conjointe sur la côte française, ce qui mena au démantèlement de la défense allemande sur le front occidental. Cette opération dépendait d'une synchronisation parfaite entre l'infanterie, l'artillerie, les tanks et l'aviation. D'autre part, les leçons tirées de batailles comme celle de la France et de la bataille de Koursk, la plus grande confrontation de blindés de l'histoire, conduisirent les Alliés à perfectionner leur technique de guerre combinée, optimisant l'interaction entre les différents types d'unités militaires. Le développement continu de nouvelles technologies et tactiques par les Alliés força les ingénieurs allemands à ajuster leur propre conception. La compétition entre les modèles alliés et allemands, tels que le T-34 face au Panther et le Sherman contre le Tiger, entraîna une évolution constante dans la conception des véhicules blindés. Le Troisième Reich, malgré son ingénierie avancée, rencontra des difficultés pour produire en masse les plus puissants de son arsenal, ce qui réduisit sa capacité à maintenir la supériorité sur le champ de bataille. Démantèlement et héritage, l'évolution des chars allemands après le conflit. Dans la dernière phase du conflit, les forces d'Hitler tentaient de freiner l'avancée des Alliés sur plusieurs fronts. Malgré la supériorité technique des 4800 chars allemands actifs à ce moment-là, leur nombre était insuffisant face aux 14 000 du Corps rouge, sans compter ceux des Alliés occidentaux. Le 16 décembre 1944, lors de l'offensive des Ardennes, l'Allemagne fit une dernière tentative pour changer le cours des événements sur le front occidental. L'opération, qui visait à encercler les forces alliées et à diviser leurs lignes de ravitaillement, échoua en raison du manque de ressources suffisantes, de la supériorité aérienne alliée et de la faible disponibilité de véhicules blindés. Dans les derniers mois de la guerre, l'industrie allemande tenta une adaptation désespérée pour maintenir la production de blindés, mais les résultats furent limités. Les usines encore en fonctionnement étaient constamment attaquées par les bombardements aériens alliés et les conditions de travail se détérioraient en raison de la pénurie de main-d'œuvre, sans compter les défauts croissants des usines, la mauvaise qualité des pièces de rechange et le manque de carburant. Un des derniers moments marquants de l'utilisation des blindés allemands en combat eut lieu entre le 21 et le 26 avril 1945 lors de l'offensive de Bautzen. Cette opération fut rendue possible grâce à une brèche entre les unités d'infanterie polonaises et le 1er corps Panzer qui avançait vers Dresde. Cette brèche donna aux forces du Führer l'occasion de déplacer leurs troupes dans la région de Bautzen. La 20e division Panzer entama son avance vers Bautzen, tandis que la 17e division d'infanterie avançait vers Niesky et Weissenberg, permettant la libération des troupes allemandes encerclées et la stabilisation de la ligne de front allemande. Bien que ce fût un succès limité, cela montra que les chars nationaux étaient encore capables de résister, du moins pendant un certain temps, aux forces alliées dans des conditions extrêmement difficiles. À ce stade, la qualité variait selon le modèle. Certains, comme le Panther, étaient considérés comme l'un des meilleurs blindés de l'époque grâce à leur mobilité, qui leur permettait de faire face efficacement aux ennemis. Le Tiger II, quant à lui,
pouvait écraser les blindés les plus puissants, mais son poids élevé limitait sa capacité de manœuvre et le rendait vulnérable aux attaques aériennes et aux problèmes mécaniques. Cependant, la stratégie de production de masse adoptée par les nazis dans les premières années de la guerre s'avéra peu efficace vers la fin du conflit. La flexibilité dans la fabrication, qui avait permis des changements rapides dans les modèles, entraîna une production incohérente, ce qui laissa les forces allemandes sans une flotte cohésive capable de faire face à leurs adversaires dans des conditions égales. Avec sa capitulation, l'Allemagne se retrouva confrontée à un processus de démantèlement de sa capacité industrielle, impulsé par les politiques d'occupation des puissances alliées pour éviter qu'elles ne puissent redémarrer un conflit militaire. Les puissances alliées procédèrent à des démantèlements systématiques, permettant à chaque occupant d'extraire des biens industriels uniquement de sa propre zone. L'Union soviétique montra un intérêt particulier à obtenir des compensations extensives, recevant également 10% des biens démantelés dans les autres zones. En revanche, les États-Unis et la Grande-Bretagne plaidèrent pour la consolidation de l'économie allemande, dans le but d'établir une base stable pour la reconstruction. Le régime nazi avait développé plusieurs projets de chars qui n'avaient jamais été produits en masse. Ceux-ci incluent le Panther II, le Panzerkampfwagen 8, Maus et divers projets de développement considérés comme faisant partie d'une recherche et développement militaire global. Le Panther II débuta son développement en 1942 lorsqu'il devint évident que le Panther existant n'était peut-être pas suffisamment blindé pour résister à sa contrepartie soviétique et à d'autres modèles plus récents. Il devait recevoir un blindage frontal renforcé de 100 mm et un blindage latéral de 60 mm. Ce dernier aurait constitué une amélioration significative par rapport au Panther original, dont le blindage latéral était de 40 mm. Cependant, sa planification fut arrêtée en mai ou juin de l'année suivante. Une des raisons pourrait être la concentration sur d'autres projets militaires ou les difficultés à mettre en œuvre ces nouveaux développements dans des conditions de guerre. Le Panzerkampfwagen 8 Maus devait être un design extrêmement lourd développé par l'entreprise Porsche, destiné à surpasser tous les adversaires. Il aurait été équipé d'une énorme arme principale, un canon de près de 13 cm, ainsi qu'un canon supplémentaire de 7,5 cm pour les cibles plus légères. L'épaisseur maximale de ces plaques de blindage atteignait jusqu'à 220 mm, ce qui l'aurait rendu presque invulnérable. Malgré ces spécifications impressionnantes, à la fin de 1944, seulement 2 prototypes furent achevés. L'héritage des Panzers, impact post-guerre et projet développement. La production des tanks allemands a été fortement entravée par les bombardements stratégiques ciblant des usines clés, laissant l'Allemagne sans autre option que de suspendre la fabrication de nouveaux blindés. En plus des projets déjà mentionnés, il y a eu plusieurs autres tentatives de développement de tanks allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris l'amélioration des modèles existants comme le Tiger, ainsi que des expérimentations avec de nouvelles technologies de propulsion, tels que les moteurs diesel refroidis par air pour le Panther. D'autres projets, comme le P-1000 Rat et le P-1500 Monster, avaient un design monumental avec des dimensions et un poids énormes, mais étaient de simples esquisses, sans possibilité réelle de mise en œuvre étant donné les conditions de guerre. En 1946, le Conseil de contrôle allié proposa un plan industriel visant à réduire l'industrie allemande au niveau de 1932, ce qui impliquait le démantèlement d'environ 1800 usines. La mise en œuvre de ce plan variait en fonction de la zone d'occupation. Dans la zone soviétique, par exemple, environ 3500 entreprises ont été démantelées en 6 ans, représentant près de 30% de la capacité industrielle de 1944. Ce démantèlement a entraîné d'importantes difficultés économiques pour l'Allemagne et a causé le mécontentement de la population, qui s'opposait aux destructions forcées, dont beaucoup ont été réalisées sous protection militaire. À partir de 1947, avec le début du processus de reconstruction dans les zones occidentales, les mesures de démantèlement commencèrent à diminuer progressivement. L'accord de Petersberg de 1949 stipulait que le nombre total d'usines démantelées serait limité à 680. Malgré ce processus, les répercussions du démantèlement de la technologie militaire allemande se firent sentir à long terme,
affectant l'industrie de l'armement et la capacité militaire du pays dans les décennies suivantes. L'évolution des tanks pendant le Troisième Reich a eu un impact notable sur les stratégies et technologies militaires de l'après-guerre, notamment aux États-Unis et en Union soviétique. Les innovations technologiques, telles que l'utilisation de blindages plus robustes et des systèmes d'armement avancés, ont été étudiées et analysées par les Alliés. L'industrie de défense américaine a bénéficié de l'expérience d'ingénieurs et de scientifiques ayant travaillé avec le régime nazi qui ont été transférés aux États-Unis dans le cadre de programmes comme l'opération Paperclip. Ces experts ont contribué au développement de nouveaux modèles de blindés, comme le M48 Patton, qui a été fortement influencé par les expériences de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée. De son côté, l'Union soviétique a montré un intérêt particulier pour les tanks allemands, comme le Tiger et le Panther, qui ont servi de référence pour ses propres développements. Les ingénieurs soviétiques ont analysé les forces et les faiblesses de ces véhicules, ce qui a conduit à la conception du T-54, l'un des tanks moyens les plus réussis de la guerre froide. Ce modèle combinait mobilité, puissance de feu avec un canon de 100 mm et blindage robuste en acier laminé homogène, influencé en partie par les leçons tirées de la technologie des véhicules allemands. Ces innovations technologiques ont généré une course à la supériorité pendant la guerre froide, où de nombreuses idées originales de l'époque du Troisième Reich ont joué un rôle important dans le développement de blindés modernes. Les restes des tanks allemands, y compris les modèles expérimentaux, ont connu divers sorts. Beaucoup ont été détruits lors des derniers jours du conflit ou peu après, tandis que d'autres ont été perdus au combat ou sont devenus inutilisables en raison du manque de carburant ou de maintenance. Certains blindés survivants ont été capturés et exposés dans des musées ou comme monuments, le prototype du Maus étant un exemple notable capturé par les soviétiques et actuellement exposé au musée des tanks de Kubinka, près de Moscou. En plus des musées d'État, il existe des collections privées spécialisées dans la conservation de véhicules militaires historiques. Dans plusieurs pays, des passionnés restaurent et préservent ces équipements, contribuant à la conservation de l'héritage et à l'intérêt public pour l'histoire militaire.